Donc bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Je suis très contente. C'est toujours un moment important quand on a fait un travail comme ça de 2 ans de recherche, d'écriture, de pouvoir le transmettre. Donc merci aux organisateurs de cette soirée. Et merci évidemment aux témoins, aux 50 témoins qui ont bien voulu participer bénévolement à ce travail en nous offrant leur témoignage. Alors la brochure que vous avez tous reçue en entrant a été réalisée donc par Agnès Bergeret, qui s'excuse d'ailleurs de ne pouvoir être présente. Elle avait vraiment un engagement de longue date, et moi-même donc avec l'appui du service de communication et des archives. Cette brochure, elle synthétise les moments clés de l'institution par grands domaines d'activité. Vous avez un chapitre sur les transports, un chapitre sur l'eau, sur l'assainissement, etc. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Je ne vais pas vous faire une conférence scientifique, ça je l'ai fait ailleurs, parce que cette médiation d'aujourd'hui, elle s'inscrit dans une démarche un peu globale. On a participé à 2 colloques universitaires déjà avec Agnès, l'un à l'université Matej Bell en Slovaquie et un autre à l'IEP de Lyon cette année. Tous les 2 ont donné lieu à la publication d'un article. Aujourd'hui, ça ne va pas être une conférence scientifique, ni grand public comme la revue. Ça va être un entre-deux, parce que vous êtes quand même un public averti. Ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est plus des éléments pour comprendre l'intercommunalité. La revue, c'est pour la connaître. Et aujourd'hui, on va essayer d'avoir quelques clés de compréhension. Ces clés de compréhension, c'est ce que j'appelle des dynamiques, parce qu'on est vraiment sur une construction dans le temps, dans la durée. On va aborder des dynamiques sociodémographiques, on va aborder des dynamiques politiques, d'apprentissage politique, des dynamiques transfrontalières, et puis des dynamiques organisationnelles. Donc cette communication reprend pas mal d'éléments que j'ai déjà abordés en bureau communautaire, mais on ajoute d'autres. Donc pour ceux qui étaient déjà présents en bureau, ils vont retrouver quelques éléments déjà connus. Donc première partie, les dynamiques sociodémographiques. Alors on le sait, la région d'Annemasse est déjà fortement industrialisée avant la guerre, et elle connaît un regain d'essor industriel après la guerre, un regain d'essor industriel et démographique porté par son économie propre, mais aussi par le développement de Genève, avec le développement des instances internationales et le développement du tertiaire. Bon, c'est une histoire que tout le monde connaît. De fait, le premier boom des frontaliers, il arrive dans cette région annemassienne dès les années 60, et avec lui la crise du logement. Les élus sont donc rapidement confrontés à des problématiques typiquement urbaines, comme l'alimentation en eau potable, mais aussi la construction d'un réseau d'assainissement, la construction d'un réseau de transport transfrontalier, des infrastructures scolaires, des infrastructures hospitalières, etc., etc. Donc très rapidement, il y a ces enjeux-là sur le territoire annemassien. Du côté de l'État, dès 1950, on perçoit que cette région est particulière, s'urbanise très vite, et on délimite un groupement d'urbanisme. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces trucs administratifs, mais de fait, les subventions, déjà à l'époque, pour financer des infrastructures, vont être soumises à ce périmètre intercommunal. Un périmètre qui comprend 6 des 12 communes actuelles de l'agglo et 5 des futures communes de C2A.
Alors c'est de fait les premiers SIVU de ce territoire qui vont être le SIVU d'alimentation en eau, la SIVU de transport, le SIVU d'assainissement et les SIVU de construction, enfin de réservation foncière pour les constructions d'établissements scolaires du second degré. Ces premiers SIVU vont être sur le même périmètre à peu près. Ce qui explique que pour la région annemassienne, l'apprentissage de l'intercommunalité par les élus est ancienne. Elle date vraiment de ces premiers SIVU, c'est-à-dire de la fin des années 50 et du début des années 60. C'est là donc que va se faire l'apprentissage par les élus de la pratique intercommunale, que ce soit une pratique politique de gouvernance ou une pratique institutionnelle opérationnelle. En particulier, c'est au sein du SIVU d'alimentation en eau potable que les premières passes d'armes vont se réaliser. Quels sont les travaux les plus importants? Quelles sont les priorités? Où est-ce qu'on construit les puits, les réseaux d'abord? Comment est-ce qu'on les finance? Il y a une question en particulier qui a beaucoup mobilisé un certain temps, c'est est-ce qu'on garde l'eau en régie directe ou est-ce qu'on la sous-traite à une entreprise extérieure? Tous les élus n'avaient pas le même avis sur cette question. Donc vraiment, ces années ont forgé déjà une interconnaissance entre les élus de ces communes qui explique une certaine ancienneté quand même par rapport au territoire des Voirons. Alors, comme on le voit ici, l'évocation des 3 syndicats, donc eau potable, équipement scolaire, assainissement, qui vont donner naissance au CIVMA en 66, ils vont fusionner pour donner naissance à un syndicat à vocation multiple. Ces syndicats vont être très rapidement, les vocations portées par ces syndicats vont être rapidement complétées au sein du CIVMA par d'autres vocations typiquement urbaines. On s'investit dans la modernisation de l'hôpital d'Annemasse dès 73. En 76, on décide de prendre la vocation économique. En 83, la vie sociale. En 85, la collecte des ordures ménagères. En 82, on décide de dissoudre le syndicat des transports pour intégrer la vocation en interne. Et enfin, en 91, on prend l'aménagement du territoire. Donc tout ça explique qu'en fait, en 91, lorsque le CIVMA fait une grosse révision de ses statuts, on a toutes les compétences d'une communauté de communes. C'est-à-dire avant le passage de la loi d'administration territoriale de la République de 92 qui crée les communautés de communes, le CIVMA a déjà toutes les compétences obligatoires et une bonne partie des compétences optionnelles d'une communauté de communes. Concernant la vocation économique, un petit mot quand même. Quand on la prend en 76, il s'agit avant tout de favoriser l'implantation de nouvelles entreprises et de repenser l'implantation des anciennes. Pour vous donner une idée, en 1965, sur 47 entreprises recensées à Annemasse, 41 sont situées en pleine ville. Donc il y a vraiment un souci de partage de l'espace avec l'habitation. Donc c'est dans ce contexte qu'on prend la vocation économique et on décide tout de suite de lancer l'aménagement d'une première zone intercommunale sur la commune de Gaillard, qui sera la future zone de la Châtelaine. Sur la base d'une répartition 30-70, 30% pour la commune, 70% pour le syndicat intercommunal. C'était un des premiers pactes politiques, financiers, je dirais, entre les communes du CIVMA. Cette vocation économique, elle sera très rapidement complétée par l'aide aux entreprises en difficulté. On est en contexte de choc pétrolier de 1974, donc on a vraiment une demande. Donc une vocation économique qui va très vite s'étoffer, s'élargir à l'aide en général aux entreprises. Alors, pour les Voirons, l'histoire est évidemment toute différente. On est dans ces dynamiques sociodémographiques ne sont pas du tout les mêmes. On est dans un contexte démographique beaucoup plus stable, avec une croissance rapide mais continue. Alors qu'à Annemasse, c'est vraiment avec des hauts et des bas. Et puis, surtout, un contexte économique qui est rural, qui échappe aux crises industrielles, choc pétrolier, crise de Genève, que subit le territoire annemassien durant ces premières décennies.
On est néanmoins dans un territoire qui se périurbanise assez vite. Dès les années 70, en fait, on commence à avoir une périurbanisation. Alors, les problèmes de périurbanisation ne sont pas les problèmes que connaît Annemasse, qui sont des problèmes sociaux, des problèmes de logement. On va plutôt avoir des problèmes de mitage du territoire, des problèmes de transport, des problèmes d'absence de logement social, etc. Donc, c'est vraiment pas du tout le même contexte sociodémographique. Concernant les premiers syndicats intercommunaux, ce sont essentiellement des syndicats ruraux avec l'alimentation en eau potable, mais l'alimentation en eau, en fait, surtout pour des problèmes d'irrigation, des syndicats de rivières pour maintenir les surfaces agricoles, des choses comme ça. Et puis surtout, on voit qu'il y en a pas mal des syndicats d'alimentation en eau, par exemple. Et bien, en fait, ce sont des communes donc en territoire de montagne qui subissent les bassins versants. Et du coup, à chaque bassin versant, on a un syndicat différent. Et du coup, sur ce territoire, même si on a déjà des syndicats intercommunaux dans les années 50 et 60, les périmètres de ces syndicats ne se recouvrent pas et l'apprentissage intercommunal donc demeure quand même assez limité par rapport à ce qu'on peut observer sur le territoire annemassien. Là, vous avez le plan des syndicats intercommunaux d'alimentation en eau potable avant 66. On voit bien que sur les communes des Voirons, on a 2 syndicats. Alors, les communes du milieu étaient quasiment autonomes en eau à cette époque-là. Ça n'a pas duré longtemps. Mais enfin, on voit bien que les territoires se chevauchent peu. Donc voilà, une histoire vraiment différenciée qui se reflète évidemment dans le profil sociologique des élus. Là, vous avez un petit schéma qui synthétise un peu l'évolution du profil sociologique des élus. On voit la disparition progressive des agriculteurs. Elle est déjà perceptible dès les années 60 du côté d'Annemasse. Elle va être perceptible 20 ans plus tard du côté des Voirons. Donc, on a une tendance à l'homogénéisation qui se fait au fil du temps, mais on part de situations très, très différentes au niveau du profil sociologique des élus, qui ont commencé à s'homogénéiser dans les années 70 et qui aujourd'hui sont à peu près de même profil, avec une part importante de professions intellectuelles supérieures, de chefs d'entreprise ou cadres d'entreprise, quasiment plus d'agriculteurs. Alors, malgré toutes ces différences, on a des intérêts communs entre les 2 territoires qui vont émerger très rapidement, évidemment. La coopération entre ces 2 ensembles n'a pas attendu les années 2000, même si ça s'est accéléré, on va voir, dans les années 2000. Donc on a très vite des syndicats intercommunaux à cheval sur ces 2 périmètres qui émergent. Dès 1952, par exemple, on a un syndicat de rivière pour la gestion du Foron qui est à cheval entre la partie rurale de Ville-Lagrand et puis Juvigny, Saint-Sergue et Machilly. Ce syndicat prendra en plus la vocation assainissement en 1974, devenant un syndicat à vocation multiple. En 71, on a une première réflexion sur l'aménagement du territoire dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque, aujourd'hui c'est le SCOT, avant c'était le SDO, le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Suite à l'application de la loi foncière de 67, eh bien, la préfecture impulse une réflexion sur ce SDO, sur le territoire du Genevois au Savoyard, on va le voir. Et pour élaborer ce SDO, on a un syndicat intercommunal, le SIEDOG, qui se crée entre toutes les communes de la future Annemasse Agglo. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir ce périmètre. Voilà les élus du SDO. Voilà le périmètre en rouge, c'est le SIEDOG, et en assuré, c'est l'ensemble du périmètre du SDO. Donc vous voyez, on a déjà juste la commune d'Arta pour Notre-Dame, et à l'époque Leux, qui n'existe plus, qui sont en plus, mais on a vraiment le territoire actuel d'Annemasse Agglo. Et on constate aussi que ce périmètre du SDO, donc on est en 71, il recoupe pas mal le périmètre de l'Arc pour sa partie au Savoyarde. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme syndicat commun ? En 1975, on crée le CIVRA, le syndicat pour les voiries rapides, entre le CIVMA et Crampsal, pour imaginer une voie de contournement d'Annemasse.
Donc on a aussi cette problématique des transports qui commence à s'étendre, à se périurbaniser. Voilà, donc ici vous avez ce schéma des syndicats d'intérêt commun. On voit que dans les années 80-90, les choses s'accélèrent un petit peu. Par souci d'économie d'échelle, on se regroupe sur des périmètres beaucoup plus larges que Annemasse Agglo actuel. En 85, on crée un syndicat de pompiers qui est presque au niveau départemental. En 90, on crée le CIDEFH pour le traitement des déchets qui dépasse le périmètre aujourd'hui de l'Arc. Donc c'est vraiment des gros périmètres. En 91, c'est pareil, on crée un syndicat pour la gestion des terrains d'accueil des nomades qui est sur un périmètre très large. En 96, ça marque pas mal dans les témoignages parce qu'ils disent que ça a vraiment contribué au rapprochement des élus frontaliers. La région Rhône-Alpes se positionne sur le développement économique et lance ses contrats globaux. Et donc sur des périmètres intercommunaux, c'est la condition. Et on crée, pour la gestion de ce contrat global, on crée un syndicat intercommunal, le Cymbal, qui est lui aussi sur une grande partie des communes frontalières de Haute-Savoie, donc dont font partie la quasi-totalité des communes actuelles d'Annemasse Agglo. Donc ça va être aussi une occasion d'apprendre à se connaître, à travailler ensemble sur des enjeux cette fois de développement économique. Mais en fait, et là, la plupart des gens ici le savent, puisqu'on se rapproche de notre période actuelle, la vraie phase de rapprochement très intense, elle se passe dans les années 2000, avec deux syndicats intercommunaux. Le SMAB, c'est Aménagement des Bois Enclos, c'est le site de Terraillon, sur la commune de Juvigny, Ville et Cranfsal, je crois, et le SEGH, Syndicat d'études du Genevois au Savoyard. Le SMAB, on a vraiment plusieurs témoignages qui confirment que ça a été un rapprochement important parce que le site Terraillon, c'était 70% des revenus de la commune de Juvigny. Si l'entreprise fermait, la commune faisait faillite. Il fallait vraiment trouver une solution. Et le CIVMA avait déjà des yeux aussi sur ce site vraiment intéressant pour une implantation d'entreprise. Et donc, on a créé entre le CIVMA et Juvigny, ce SMAB pour réfléchir à l'aménagement de ce qui allait devenir le site Altea. Et en 2000, on crée le SEGH. C'est encore une impulsion de la préfecture. Cette fois-ci, alors la préfecture dit il faut relancer la réflexion sur le SDO. Et puis, en 2001, passe la loi SRU de rénovation urbaine qui transforme les SDO en SCOT et fait des SDO, en fait, des procédés beaucoup plus, déjà avec des obligatoires, ça devient obligatoire, et puis il y a tout un processus de réflexion qui doit être respecté. Enfin bon, ça va être un travail très intense, on reviendra sur cet épisode du SEGH. En tout cas, le SEGH se crée entre les 12 communes de la future Annemasse Agglo. Et c'est une impulsion de la préfecture, mais pas que, ça a été aussi des tâtonnements des élus qui se sont rapprochés parce que ça s'est fait un petit peu comme ça. En tout cas, ça a été un moment important, on y reviendra. Donc on passe aux dynamiques politiques et transfrontalières avec les temps forts de l'intercommunalité. Alors le premier moment qui marque évidemment les esprits, c'est la création du CIVMA en 1966, avec la création de la régie syndicale des eaux conjointement, puisque c'était une administration séparée avec un budget à part. Alors les archives, notamment les revues de presse de l'époque, montrent que les élus ne sont pas favorables à la création d'un district, qui était déjà possible. C'est depuis 1959, la loi qui crée les districts, les premiers EPCI à fiscalité propre et compétences obligatoires. Donc c'était une forme plus intégrée que celle des syndicats intercommunaux. Et là, non, les élus ne veulent pas. Alors j'avais prévu de vous faire écouter un petit témoignage de Fernand Doucet, mais on n'a pas
pas assez de temps, donc je vais vous le résumer. Enfin, il nous explique que le maire d'Ambilly, à l'époque, qui était le procureur, procureur, je crois, Chavannes, enfin, c'était quelqu'un qui avait une grosse tête, était vraiment contre le district parce que au sein d'un district, on doit décider à la majorité qualifiée, alors qu'au sein d'un CIVOM, c'est la majorité simple, c'est l'unanimité pour la participation financière des communes. Donc, pour garder vraiment son autonomie politique et budgétaire, il souhaitait conserver la forme d'un syndicat intercommunal. Et il n'était pas le seul, en fait. Les élus ne sont pas prêts en 1966 à passer sous la forme d'un district. On crée donc un CIVOM et dans le même temps, on met en place un pacte politique qui s'est déjà forgé dans le syndicat des eaux quand il y a eu ses premières passes d'armes, mais là vraiment il se concrétise. Un pacte politique qui va servir de socle à toute la construction intercommunale ultérieure. En quoi il consiste ? Eh bien, il consiste à contrebalancer le poids démographique de la ville-centre au sein de la gouvernance. C'est-à-dire qu'on va faire une représentation au sein du comité syndical non strictement proportionnelle à la démographie des communes, donc une représentation qui favorise plutôt les petites communes. Deuxièmement, on va concentrer le pouvoir de manière égalitaire entre les 6 maires au sein d'un bureau à 6. Et troisièmement, on va mettre en place une présidence tournante tous les ans, tous les 2 ans. Donc voilà, ça, ce pacte politique, il est vraiment important à se remémorer, à s'en souvenir, parce que on va voir qu'il a été vraiment, je pense, déterminant dans l'histoire intercommunale. Le deuxième moment important est 71. Là encore, on a une impulsion de l'État, c'est la loi Marcellin, qui tente pour la première fois d'imposer des fusions de communes et des transformations de syndicats intercommunaux en districts. Et là, sur le territoire, eh bien, ça va être l'occasion d'une crise assez importante. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que tous les maires, tous, sans exception, tous les maires du CIVMA sont maintenant prêts pour se transformer en district. Parce qu'ils se sont rendus compte que leurs conseils municipaux étaient un peu bloquants et qu'ils avaient envie d'avancer plus vite au sein du CIVMA. Ils sont tous d'accord pour un district. Il y a même 2 maires, celui de Gaillard et celui d'Annemasse, qui sont d'accord pour fusionner. Et ce sont leurs conseils municipaux respectifs qui vont faire capoter le projet. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une sorte de coïncidence de loi un peu malheureuse sur ce territoire. En 64, on avait changé le mode de scrutin municipal. On passait d'un scrutin nominal à un scrutin sur liste bloquée pour les communes de plus de 30 000 habitants. Et or, la fusion de Gaillard avec Annemasse, ça aurait fait passer la commune à une commune de plus de 30 000 habitants, ce qui fait que les conseillers d'opposition se retrouvaient exclus des conseils. Donc c'est eux qui ont vraiment mené une campagne politique féroce contre ce projet et qui ont finalement ont réussi à faire capoter cette fusion. Et du coup, tout le monde était tellement dégoûté qu'on n'est même pas passé en district, on est resté en CIVOM. Cet épisode a vraiment figé les choses pour longtemps, en fait. C'est aussi une crise qui explique qu'on est resté en syndicat intercommunal peut-être un peu plus longtemps qu'ailleurs. Les années 80 et 90 jusqu'en 2001 sont marquées par plusieurs épisodes de crise politique autour de la vocation économique et de la vocation sociale, surtout de la vocation économique. Alors on a vu cette compétence qui était tout d'abord limitée à l'aménagement de zones d'activité, s'est vite étendue à l'aide aux entreprises en difficulté. Et cette extension de la vocation, elle n'était pas acceptée par tout le monde. Par conviction politique, est-ce que le secteur public doit aider le secteur privé ? Donc il y avait vraiment des tergiversations, des passes d'armes, là encore, sur comment le CIVMA doit s'impliquer dans le secteur économique. Donc régulièrement, on va avoir une remise en cause de cette extension de la vocation à l'aide aux entreprises en difficulté. Et parallèlement, eh bien, la politique d'aménagement de zones intercommunales a du mal à se pérenniser. Et là, vous avez un extrait de Renée Magnien qui est vraiment savoureux, parce qu'elle explique que
on avait fait la zone de la Châtelaine sur une base de répartition 70-30, mais que personne ne l'a respectée, c'est-à-dire que les autres communes ont fait des zones dans leur coin, ont fait des zones bicommunales, et qu'en fait, elle avait l'impression d'être le dindon de la farce, et donc elle menace de reprendre sa zone sans concertation. Enfin bon, voilà, c'est des périodes de crise assez intenses autour de la vocation économique et de l'aménagement de zones. À tel point qu'en 91 ou 92, on sort la Maison de l'économie et du développement de l'organigramme, on la transforme en syndicat mixte. C'est une manière d'apaiser un petit peu les conflits. On sort la vocation des vocations portées, pleinement assumées au sein de l'institution. Dans ce contexte assez tendu autour de la vocation économique, la loi ATR, donc d'administration territoriale de la République, passe en 92, crée les communautés de communes et se pose la question de savoir si on se transforme en communauté de communes. Et là, vraiment non. Le consensus politique sur les compétences obligatoires n'est pas encore acquis. Donc, on a une situation assez sensible avec toutes les peurs latentes qui remontent à la surface, la peur de la ville-centre qui se cristallise sur la personnalité de Robert Borrell. On a un épisode comme ça assez rigolo où le pauvre monsieur Borrell est dans une conférence avec des ingénieurs, ça lui échappe, il dit que le syndicat intercommunal c'est un peu ringard, qu'il faudrait passer en communauté. Et là, le lendemain, en conseil syndical, il se fait vraiment... voilà, bon, tout le monde se... Bon voilà, c'est vraiment une époque un peu tendue, quoi. Mais en même temps, les élus sont là dans la durée, pour la plupart, et on sent bien qu'ils commencent à se connaître sur le bout des ongles. Alors finalement, ce n'est qu'en 2002 que le basculement politique aura lieu. À la faveur d'un petit coup de pouce de l'État, là encore, puisqu'en 2001, la loi sur la parité passe et toutes les communes de plus de 3500 habitants voient leurs conseils municipaux complètement renouvelés. Et là, on a aussi un petit extrait de témoignage savoureux de Pierre Bosson qui nous explique que tous les vieux conseillers municipaux qui étaient là depuis le début, qui ne voulaient pas bouger, etc., eh ben, ils sont remplacés par une jeune génération féminisée, et que ce qui était impossible en 92, eh bien en 2001-2002, ça devient possible. Donc on a un renouvellement générationnel des maires à la faveur de cette loi sur la parité. Et c'est Renée Magnien elle-même, donc la maire de Gaillard, qui a vraiment, dans tous les témoignages, qui a la réputation d'être plutôt communaux-centrée, qui va elle-même porter le dossier de la transformation du syndicat intercommunal en communauté de communes auprès des conseillers municipaux. Alors évidemment, ce sera une communauté de communes sans taxe professionnelle unique qui va passer, mais enfin, néanmoins, c'est quand même un saut qualitatif important. Et ça m'amène à aborder une dynamique vraiment très importante dans cette histoire sur les 50 ans de l'intercommunalité, c'est la dynamique de l'apprentissage politique par les élus. De ce point de vue, l'étude de 50 ans d'histoire intercommunale, ça nous a permis de voir à peu près 3 générations d'élus. Et on a pu observer sur chaque génération des basculements. Là, on l'a vu en 71 avec la loi Marcellin, ceux qui étaient contre le district en 66 sont devenus pour. En 2002, ceux qui étaient contre la communauté de communes, ils sont devenus d'accord. Et le troisième moment de basculement important, ça a été l'épisode du SEGH, où on avait beaucoup d'élus qui étaient vraiment défavorables à la création de la communauté d'agglomération en 2001-2002, et qui, avec le travail du SEGH, le travail collaboratif en commun sur le SCOT, et puis on va le voir sur le projet d'agglo franco-genevois, finalement ont basculé. Sur ce troisième épisode, excusez-moi, oui, voilà.
Une troisième dynamique importante qui vraiment est incontournable sur ce territoire et sans laquelle vraiment on ne peut pas comprendre la construction intercommunale, c'est la dynamique transfrontalière. Tout le monde connaît l'histoire du démantèlement du tramway en 1956 qui reliait Genève à Annemasse parce que le département de Haute-Savoie n'avait pas réussi à négocier avec la compagnie genevoise des tramways électriques. Tout le monde connaît les négociations sur les fonds genevois de 1973 menées par l'association des maires des communes frontalières de manière tout à fait illégale du point de vue français, des négociations menées avec le canton de Genève suite à l'échec des négociations de l'État pour avoir une compensation financière pour les travailleurs frontaliers. Donc vraiment, on sait tous ici que le dialogue transfrontalier a été porté par les élus locaux. Or, en 2001, le contexte est extrêmement favorable pour la construction de ce dialogue transfrontalier. D'une part avec la Convention de Madrid en 80, mais surtout les accords de Karlsruhe en 96, on a maintenant la possibilité de créer un GLCT, groupement local de coopération transfrontalière, c'est-à-dire une institution transfrontalière de gouvernance qui a une personnalité morale, juridique. Et d'autre part, depuis 2001, on a eu la politique des agglomérations lancée par Berne pour financer des grosses infrastructures, notamment des infrastructures de transport. Une politique des agglomérations dont s'est saisi immédiatement le canton de Genève, après s'être assuré auprès des élus locaux français de leur adhésion. Donc on a vraiment un contexte très, très favorable dans ces années. Alors, pourquoi, quel lien avec la construction intercommunale? Eh bien, c'est très simple, il est double. D'une part, pour que ce projet d'agglomération existe, le canton a mis une condition, c'est d'avoir un interlocuteur français unique. Donc il fallait vraiment s'unir au niveau des communes frontalières. Donc on a créé l'ARC. La deuxième chose, c'est qu'on a très vite compris que pour peser dans l'ARC, il fallait être fort. Donc, créer l'ARC, c'était une manière de peser face à Genève, et créer la communauté d'agglo, ça peut aussi être vu comme une manière de peser dans l'ARC. Alors, il se trouve que c'est le SEGH, ce syndicat qui avait été créé pour réfléchir sur le SCOT. Les élus du SEGH ont tout de suite décidé que ce SEGH porterait également administrativement le projet d'agglomération, avec des techniciens suisses. De fait, ce sont les mêmes données macroéconomiques et macrosociales qui ont servi de base de réflexion pour l'élaboration du SCOT entre les 12 élus et pour l'élaboration du projet d'agglomération. Et concrètement, pendant ces, je ne sais pas combien d'années, 3 ou 4 ans de travail du SEGH avec les élus, on a une représentation commune du territoire qui a émergé. Les différences identitaires entre les communes ont laissé place à ce qui les rassemble, c'est-à-dire les atouts et les difficultés d'un territoire frontalier. Donc, alors les choses du côté des Voirons n'ont pas été aussi simples. On sait, ça, les témoignages le disent, que les stratégies pour créer la communauté de communes des Voirons en 2002, elles étaient assez contradictoires. Certains voulaient créer cette communauté de communes pour justement s'unir par la suite avec la communauté de communes d'Annemasse et former une agglo pour peser dans l'ARC. Et d'autres voulaient se transformer en communauté de communes pour peser face, au contraire, à la communauté de communes d'Annemasse, face aux communes rurales. Donc, mais il se trouve que cette stratégie contradictoire aboutissait à la même chose, c'était créer la CCV, et c'était un passage obligatoire avant. Alors après le travail du SCOT, après ces années de travail collaboratif, où vraiment apparemment on a eu les techniciens et les élus qui travaillaient de concert avec les conseils municipaux, avec vraiment beaucoup de partage, eh bien la grande majorité des élus a basculé en faveur de la fusion et de la création de la communauté d'agglomération. Donc on a vraiment, là encore, un apprentissage politique un peu accéléré avec le SEGH qui s'est réalisé durant ces années. On passe à notre dernière section sur les dynamiques organisationnelles ou la vie des services.
Alors, j'ai pas pu m'empêcher. Alors, attendez. L'articulation du politique, je vais poser un peu les choses d'abord. Excusez-moi, c'est un peu abrupt. L'articulation du politique au technique, elle est vraiment au fondement de la légitimité au sein de l'institution. On doit être sûr que les décisions prises par les élus sont bien appliquées par les agents. Et inversement, les agences doivent être bien sûres que les décisions qu'ils appliquent ont été prises par les élus. C'est vraiment dans les deux sens. Or, du fait de l'absence de consensus entre les maires durant les premières années, cette articulation a eu du mal à se trouver. Les archives nous révèlent des critiques récurrentes de la gouvernance, du fonctionnement de la gouvernance. Dès le début des années 80. Dès le début des années 80, on remarque l'absentéisme au sein du comité, tandis que dès 85, les maires se plaignent de charges trop lourdes, surtout depuis qu'on a pris la vocation sociale et que la vocation économique s'est étendue. Régulièrement, du fait de ce flou concernant la qualité et la teneur des processus de décision, on se pose la question de savoir qui décide in fine, est-ce que ce sont les élus ou les agents. Hein, vraiment, dans les archives écrites et dans les témoignages, ça ressort. Aussi, on peut voir l'évolution de l'organisation en fait comme une tentative permanente d'articuler le politico-technique, la prise de décision et l'action. Ça peut vraiment être le fil conducteur pour comprendre l'évolution de l'organisation et du coup de ces organigrammes. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre le premier organigramme imprimé du CIVMA qui date de 1986 et qui, je pense, illustre vraiment bien toutes les difficultés qu'il peut y avoir à trouver la bonne articulation entre le politique et le technique. Je trouve que il est à mourir de rire, cet organigramme, vraiment. Alors, au tout début, le CIVMA a une charge opérationnelle qui se limite à l'alimentation en eau potable. Là, vous avez l'organigramme qu'on a reconstitué à partir des archives. Les autres vocations exigent surtout un travail administratif et de fait, du temps de la régie syndicale des eaux, le CIVMA n'a qu'une seule employée, Annick Passemandy, je crois, qui, d'après les témoins, était logée dans les combles de la mairie d'Annemasse et qui gérait les assemblées et puis de l'administratif. Une personne. En fait, le service, c'était la régie syndicale des eaux et quand c'était le service d'Annemasse, le service des eaux d'Annemasse, qui sera intégré sur la base du volontariat. On a demandé à ceux qui voulaient rester, ceux qui voulaient partir, qui sera intégré au CIVMA en 75, je crois, 74 ou 75. 76, pardon, en 76. Donc en 76, ce service, on le récupère en interne. Et donc c'est le premier service de l'institution, en fait, c'est le premier service opérationnel. Le premier directeur des services, c'est Constant Pourcelot, qui est le directeur des services d'Annemasse, délégué à temps partiel au CIVMA. Donc déjà à l'époque, on a des directeurs mutualisés, DST. C'était le DST, oui. Alors cette ancienneté du service des eaux explique l'importance des services techniques en fait au sein de l'institution. Les services techniques ont une maturité, on va y revenir, bien plus importante que les autres, tout simplement parce que c'est les plus anciens. On les intègre où il y a déjà une hiérarchie intermédiaire quand on les intègre en 75, quoi. C'est vraiment déjà un service assez structuré. Ce n'est qu'à partir de 1980 que le CIVMA décide d'acquérir ses propres locaux, indépendamment des sites techniques qu'il possède déjà pour l'eau et l'assainissement. Il décide d'acquérir ses propres locaux au 10 de la rue du Petit Malbrand à Annemasse. Et les services du CIVMA vont y rester jusqu'à la construction de l'hôtel d'Aglo actuel et son inauguration en 2013. Autant vous dire que le CIVMA a toujours manqué de place puisqu'il ses services n'ont cessé de croître et le 10 la rue du Petit Malbrand, c'était pas extensible. Je crois qu'on a loué des étages au-dessus, on a loué à côté. Enfin bon, ça a été compliqué, mais bon voilà. Alors, dès le début des années 80, avec l'extension progressive des vocations,
prise par le CIVMA, on met en place pour chaque commission politique des binômes élus-agents que vous avez ici sur cet organigramme de 86. C'est le début de ce qu'on appelle les organigrammes en râteau. À chaque commission politique, on a un service correspondant avec un président qui est responsable, qui préside la commission politique, et un agent qui est responsable du service. Et j'en viens à cette autre dynamique vraiment extrêmement importante pour comprendre l'histoire intercommunale, c'est la dynamique de l'apprentissage politico-administratif, excusez-moi, par les élus et les agents ensemble. Hein, c'est vraiment... c'est un apprentissage qui se forge dans la durée au cours des différents mandats successifs des élus qui apprennent à travailler avec les agents, à travailler avec l'institution, qui apprennent leurs dossiers, en lien avec des techniciens, des agents qui sont eux aussi là pendant plusieurs années successives, qui eux aussi maîtrisent petit à petit leur sujet. Donc des techniciens piliers qui professionnalisent l'appareil intercommunal. Cet apprentissage commun des élus et des agents présents dans la durée, c'est, je pense, quelque chose qu'on a tendance à oublier quand les gens disparaissent. Et pourtant, je crois qu'il est vraiment fondamental. On a par exemple René Magnien, qui a longtemps présidé la commission culte vie sociale, avec Joëlle Dupont, qui en était la responsable administrative. Je pense que ces deux personnes qui ont grandi ensemble. Elles ont vraiment grandi au sein de l'institution ensemble dans leur action commune. Et on pourra vraiment souligner d'ailleurs dans cette institution, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais un nombre important de doubles casquettes avec des agents qui sont en même temps élus sur un autre territoire ou qui ont été élus avant ou qui le seront après. On a vraiment une sorte d'interchangeabilité comme ça des casquettes sur ce territoire que je trouve assez impressionnante. Par exemple Bernard Got, qui allait devenir le DST, le dernier DST, qui allait devenir le président de l'ARC, il a vraiment il s'est forgé à la coopération transfrontalière déjà en 80 quand il participait à la nappe franco-genevoise de surveillance de la nappe phréatique. Les exemples sont innombrables. Les exemples sont vraiment innombrables de cette coopération et de cette articulation entre le politique et le technique qui s'est construite dans la durée. Alors revenons à nos organigrammes. Là, on passe à l'organigramme de 91. Alors, très logiquement, on voit que le râteau s'élargit avec les différentes prises de compétences. Et on comprend bien, en voyant cet organigramme, que cette organisation va rapidement trouver ses limites, dans la mesure, je vous rappelle qu'à l'époque, le bureau, c'est 6 maires. Et que si vous regardez bien, vous verrez les mêmes élus responsables de plusieurs services. Du coup, ça va devenir très vite intenable. Il va bien falloir que les élus apprennent à déléguer à leurs adjoints, mais aussi à des agents responsables par grand domaine. Alors, il y a un autre souci, c'est que déjà, dans ces années 90, on commence à avoir vraiment des services transversaux qui apparaissent. On a les finances, évidemment, les ressources humaines, mais on a aussi un service bâtiment, par exemple, qui a une commission politique correspondante. Mais bon, donc, il faut de la transversalité. Cet organigramme en râteau, pour l'instant, Alors, et dans le même temps, on a les services qui augmentent. Alors, on a ici, vous avez là les années 80, on voit bien, c'est les années vraiment de forte croissance de l'institution. Ça correspond à des prises de vocation, tout simplement. On prend des vocations, on crée des services, on recrute des agents. Alors, pendant toutes ces années, les services s'étoffent. On constate donc une hiérarchie intermédiaire bien installée dès les années 80 dans les services techniques. 10 ans plus tard pour les services administratifs, dans les années 90, on commence à avoir une hiérarchie intermédiaire qui se met en place.
En fait, dès ces années-là, dès ces années 90, on aurait pu passer à un organigramme de type matriciel avec des grandes directions, des services transversaux d'un côté, puis des grandes directions par domaine de compétences. Il y avait toute la matière, on avait les compétences, les vocations, et on avait les compétences humaines. Alors pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce qu'il n'y avait pas de consensus politique sur les vocations. On a vu qu'on avait sorti la vocation économique de l'organigramme en la transformant en syndicat, en société, en société d'économie mixte, merci. On pourrait dire la même chose de la vocation sociale qui n'est pas consensuelle entre les élus du CIDMA et qui va se développer discrètement au sein des services administratifs ici sous la direction de Joël Dupont. Mais rester dans les services administratifs, on n'aura pas de direction qui va apparaître. Du coup, on va avoir un organigramme bicéphale avec les services techniques d'un côté qui sont les seuls services politiquement assumés et puis de l'autre côté tous les services administratifs où se développent beaucoup de choses, mais ça n'est pas assumé par les organigrammes en tout cas, ça n'est pas vraiment montré. En fait, il faudra attendre la transformation en communauté de communes. Alors, excusez-moi, juste un petit passage sur les services, la maturité des services techniques. On notera que dès ces années 80-90, on a des services à vocation transversale qui émergent au sein des services techniques. Par exemple, le service marché, le service SIG. Tout ça, c'est des services qui naissent dans les services techniques et qui montrent bien leur maturité par rapport aux autres. Et on va leur enlever ces services transversaux, ce qui est normal. Ils vont se mettre au service, mais c'est dans ces services techniques que ces services transversaux naissent. Alors, c'est à partir on arrive à la fin bientôt, c'est à partir de la transformation en communauté de communes qu'on voit apparaître pour la première fois dans l'organigramme ce qu'ils appellent alors les services communautaires non techniques, en rouge dans ce schéma. On assume enfin des vocations qui sont non techniques, autres que les services techniques. Et ça apparaît enfin dans les organigrammes. Et il faut attendre la communauté de communes pour ça. Quant au premier organigramme faisant vraiment apparaître les directions, ce sera celui d'après la fusion avec la CCV. On a le SEGH avec ses agents qui sont intégrés tels quels pour former la direction de la prospective territoriale. On crée la direction de la cohésion sociale et les agents de la CCV vont s'intégrer tant bien que mal dans ces différentes nouvelles directions. Alors on sait que tout ça ne s'est pas fait sans heurts, parce qu'on a dû dissoudre certains syndicats intercommunaux auxquels adhéraient les communes des Voirons. Je pense au syndicat d'eau d'alimentation de la Menauge, où on a dissous, ça n'a pas été facile. Avec d'autres syndicats, on a mené des conventions apparemment qui ont été très difficiles politiquement, financièrement, pour voir qu'est-ce qu'on faisait des agents. Et puis pour les agents de la CCV et pour les agents de la 2C2A, ça n'a pas toujours été simple non plus, parce qu'il y en a certains qui ont vu leur poste profondément modifié, et puis leur position dans la hiérarchie de l'institution aussi qui a bougé. En tout cas, au moment de notre étude, cette période de transition était à peu près achevée, mais on voyait en poindre une autre avec le projet de mutualisation. Alors notre étude, on l'a arrêtée en 2008 parce que on a voulu rester dans une démarche patrimoniale. Aller au-delà de 2008, ça nous engageait plus sur un terrain d'audit, ce qui n'était pas du tout la commande. Donc on s'est arrêté en 2008. Ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est que, ce qui me semble vraiment important à retenir, c'est que l'institution, dans sa dimension politique comme dans sa dimension organisationnelle, ne s'est pas développée arbitrairement au gré de la volonté des uns ou des autres. Elle est le fruit de la lente construction d'une relation de confiance entre les élus et les agents, d'un apprentissage politique, d'un apprentissage politico-administratif. Alors confiance, apprentissage, on voit que la dimension humaine est vraiment essentielle, des humains à considérer dans la durée,
avec cette succession des générations. Mais alors à l'époque, les gens étaient stables dans leurs engagements politiques, dans leurs investissements professionnels. Aujourd'hui, on sait que les choses changent. Les gens n'ont plus le même rapport au monde du travail, à l'engagement politique. Donc, bon, ça reste à construire. Comment construire des relations de confiance, comment apprendre quand on ne reste pas en place, c'est à inventer. Et une autre chose qui me semble retenir, c'est qu'on ne peut pas penser l'organisation de la gouvernance sans penser parallèlement l'organisation des services. Hein, c'est les deux faces de la même médaille. Et vu le contexte de décentralisation que nous connaissons aujourd'hui avec la montée en puissance des intercommunalités que l'on constate, je crois que la qualité de cette articulation sera au cœur de la bonne santé démocratique de notre pays dans les années à venir. Je vous remercie.